citoyen, c'est la première étape de la participation citoyenne renouvelée. Lorsqu'on s'adresse aux citoyennes et aux citoyens comme des personnes intelligentes, comme des personnes en capacité de comprendre l'ensemble des enjeux politiques, en plus à l'échelle d'une ville, c'est possible, eh bien, déjà, on éveille une petite flamme qui suscitera de l'intérêt pour l'action politique. Donc, ça peut sembler bateau, mais en fait, voilà, s'adresser aux citoyens, aux citoyennes comme des égaux, en fait, en termes d'acteurs de la vie politique locale, me semble une priorité. Et puis ensuite, bien sûr, il faut ouvrir et animer ou ranimer des espaces démocratiques qui soient existants. Dans nos villes, on a toutes et tous, enfin non pas toutes et tous, mais toutes les villes qui ont des quartiers politiques de la ville ont par exemple des conseils citoyens. Dans toutes les villes, il y a des comités de quartier. Voilà, raviver des instances existantes ou en créer de nouvelles pour créer des espaces démocratiques qui, à mon sens, poursuivent deux objectifs. D'une part, concrètement, peut-être changer la ville, changer la vie d'un quartier, donner un avis sur une politique concrète. C'est le cas des budgets participatifs. Lorsqu'on donne une enveloppe et qu'on demande aux gens de gérer cette enveloppe, enfin de décider des projets qu'ils veulent financer via cette enveloppe, eh bien, on peut changer le quotidien des gens en permettant de construire une nouvelle aire de jeu, un skatepark, etc. Ça change un peu la ville. Mais pour moi, le vrai objectif, celui qui a presque le plus d'importance à mes yeux, c'est comment on fait en sorte que ces espaces soient des espaces d'éducation populaire. En fait, ce qui compte, c'est presque autant le fait de repolitiser les gens, de leur donner accès à des espaces où on suscite le débat, où on leur explique les politiques, où on suscite de l'intérêt pour les enjeux politiques et au final, où on suscite de la confiance en leur pouvoir d'agir. Le chemin compte autant que le résultat. Dans les budgets participatifs, pardon, par exemple, ce qui compte vraiment, c'est autant la phase de débat, de travail, de construction du projet en collectif avec les gens que finalement le vote où on va voilà, inaugurer un truc avec un ruban, quoi. Donc, les budgets participatifs, c'est un exemple qui se développe dans plus en plus de villes. À Poitiers, nous avons souhaité lancer d'autres expériences, notamment une assemblée citoyenne dont la construction a été accompagnée par Démocratie ouverte et Fréquence commune, qui sont les deux structures qui accompagnent les mouvements municipalistes, notamment ou, la mise en place de mesures démocratiques un peu innovantes et qui visent vraiment à aller le plus loin possible dans la codécision entre une instance citoyenne et une instance de démocratie représentative telle que un conseil municipal, quoi. Donc concrètement, on a fait travailler un groupe de préfiguration de 40 citoyennes et citoyens, à moitié volontaires, à moitié tirés au sort, qui ont conçu leur assemblée citoyenne pour la ville de Poitiers. Et au final, ce sera une assemblée qui sera fondée sur l'engagement de 100 personnes tirées au sort, un engagement annuel, donc avec un renouvellement tous les ans, mais fondé sur un rythme démocratique de 4 plénières par an, plénières qui seront ouvertes à toutes et à tous et avec une dimension festive et conviviale. C'est-à-dire que on pourra, la démocratie sera un rendez-vous ouvert à toutes et à tous à Poitiers et cette assemblée citoyenne, elle pourra se saisir d'un sujet au choix. Elle pourra elle pourra construire en elle-même une décision pour la ville de Poitiers et nous nous engageons à reprendre sans filtre, encore une fois, cette décision dans le cadre du conseil municipal puisque nous reconnaissons la légitimité de cette assemblée citoyenne. Euh, euh, donc voilà, je crois, d'après le témoignage en tout cas de Démocratie ouverte de Fréquence commune, c'est l'expérience la plus poussée aujourd'hui en France, en tout cas théoriquement, puisqu'elle n'est pas encore lancée, elle sera lancée à la rentrée prochaine, mais aujourd'hui c'est là où on aura essayé d'aller le plus loin en termes de partage de la décision entre des élus et des citoyens, des citoyennes. Et pour terminer rapidement sur les freins, du coup, puisque ça fait partie de la question, pour nous qui essayons de changer le système politique de l'intérieur, quels sont les freins qu'on peut identifier? Il y a d'abord un système juridique qui aujourd'hui est vraiment fondé sur la légitimité de la représentativité, la légitimité du système politique représentatif. D'autres villes avant nous s'y sont frottées. Par exemple, lorsque Grenoble a voulu mettre en place un référendum d'initiative citoyenne, eh bien, ils se sont fait retoquer par, je ne sais plus exactement quelle était l'instance, mais en gros par la loi en disant qu'on ne pouvait pas, dans la loi française aujourd'hui, partager la décision entre les citoyens, les citoyennes entre des instances citoyennes non élues par le scrutin universel et un conseil municipal. Et c'est la même chose que ce qui nous arrive avec l'Assemblée citoyenne, c'est-à-dire qu'on sait très bien que ce qu'on fait est un petit peu hors cadre par rapport à ce que la loi nous autorise à faire, c'est-à-dire que on ne peut pas faire voter au conseil municipal le fait que les décisions de l'Assemblée citoyenne seront automatiquement reprises
mise en application par l'institution municipale. Mais en gros, on peut voter un engagement de principe, mais comment dire, la pleine et entière application de ce qu'aura décidé l'Assemblée citoyenne dans le cadre des politiques municipales dépendra finalement de la bonne volonté des politiques en place, puisqu'on ne peut pas le formaliser par une délibération en bonne et due forme. C'est interdit par la loi aujourd'hui. Euh, je dirais aussi que, évidemment, les freins, c'est le rythme institutionnel qui est celui d'une collectivité. Les citoyens et citoyennes sont souvent frustrés du rythme qui leur semble trop inerte, qu'on a du mal parfois à expliquer, hein, mais bon, en même temps, c'est le rythme de la démocratie. Hein, les décisions se prennent lors des conseils municipaux qui ne sont pas très fréquents, etc. Donc, là, je dirais que plutôt qu'un frein structurel, c'est un frein dans la pédagogie et la confiance qu'on peut avoir de la part des citoyennes et des citoyens. On s'engage à faire quelque chose, ils ne comprennent pas toujours que ça ne soit pas fait dans les 15 jours, mais que ça soit fait plus longtemps après. Et puis, de manière générale, je dirais que les freins, ce n'est pas tant des freins, ce sont des limites, qu'aujourd'hui, le défi est tel, à Poitiers par exemple, notre équipe a été élue avec seulement 37% de participation. Ça ne nous rend pas illégitimes, mais ça montre quand même l'ampleur du défi qui est face à nous. L'ampleur du défi est telle que ces mesures institutionnelles-là, aussi fortes soient-elles, je crains qu'elles ne suffisent pas à régler le problème. Qu'en fait, il faille vraiment aujourd'hui, alors d'une part, un Big Bang démocratique, comme l'a dit Dominique Bourg dans un récent rapport, par exemple, et donc il faut vraiment je pense, pas une révolution, mais vraiment un temps dédié à la démocratie au niveau national pour qu'il y ait un sursaut, en fait, c'est que les citoyens et les citoyennes reviennent à l'intérêt pour la démocratie. Et puis, je pense aussi que dans le fond, tout ça repose aussi beaucoup sur des problématiques sociétales et notamment des problématiques éducatives. On a un système éducatif qui conduit, vous en avez parlé juste avant, donc il y a des paroles bien plus expertes que la mienne, mais notre système éducatif scolaire, en tout cas, ne conduit pas forcément, ne forme pas forcément des citoyens et des citoyennes prêtes à être acteurs, actrices de la vie collective demain. Et c'est pour ça que l'un des piliers de notre action fort aussi à Poitiers, c'est l'éducation populaire. Et comment on fait en sorte de développer les espaces d'éducation populaire pour former des citoyens et des citoyennes éclairés, heureux, libres de leur action et avec l'envie de s'engager. Et c'est vraiment en développant des formes éducatives qui, dès le plus jeune âge, incitent à être non pas des consommateurs de l'action publique, mais des acteurs de l'action collective, que aussi on arrivera peu à peu à renforcer cette confiance en le pouvoir d'agir citoyen et puis indirectement aussi en les politiques au sens large. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions dans la salle? Sinon, je vais... oui, Martin, il y a une question en visio. Ah oui, j'en ai pas. Okay. Je vais commencer par en poser une quand même. Vous parlez des différents blocages, notamment de la possibilité, Léonard Monconduit, en tant que maire, il y a des blocages qui sont au niveau plus national ou en tout cas à d'autres niveaux qui vous contraignent. Et on a la chance d'avoir Dominique Potier qui, lui, est député. Donc, on a deux représentants de deux niveaux institutionnels différents. Oui. Et je me demandais comment créer peut-être des liens entre ces niveaux-là institutionnels. Est-ce que c'est possible? Est-ce que ça débloque certains freins, justement, entre, par exemple, l'Assemblée et les élus locaux? Comment se créent ces liens pour débloquer, justement, cette capacité d'agir au niveau local? Est-ce que c'est clair? Je ne suis pas sûr. Je me permets, on ne va pas enfoncer des portes ouvertes. Hein. Il y a des liens institutionnels dans une république décentralisée entre les pouvoirs locaux et la loi. Il y a une hiérarchie des normes, des droits, des capacités données dans certaines limites aux collectivités. Et heureusement, des péréquations financières entre les riches et les pauvres, des limites communes. Il y a de l'aménagement du territoire, pas assez. Il y a de l'initiative locale et de l'aménagement du territoire. Toutes les questions qui nous passionnent ensemble, la transition sociale et écologique, passent par des régulations qui sont au moins autant nationales que locales. J'aime à dire que le national doit jouer le rôle d'un cadre
et le local le rôle d'un creuset, et que les deux doivent être bien articulés. On manque plutôt aujourd'hui, me semble-t-il, d'un cadre de grandes décisions, ce que j'appelle pour ma part une métrique des transitions, c'est-à-dire une capacité à hiérarchiser les moyens de l'argent public et la régulation des grandes puissances privées et publiques au service des transitions que d'initiatives locales. Toutes les villes aujourd'hui engagent à des degrés divers, avec des niveaux d'authenticité, de profondeur différents, mais ils sont engagés. Par contre, l'échelle de décision n'est pas mobilisée. Sur les questions qui me passionnent, qui sont celles, par exemple, juste pour illustrer, quoi, la question, la question de la souveraineté alimentaire, de la qualité de la santé des sols et de leur résilience par rapport au dérèglement climatique relève plus d'une grande loi foncière que la multiplication des AMAP ou des plans alimentaires territoriaux. C'est une question d'échelle des hiérarchies. Mais cette régulation du foncier n'est pas possible si en même temps il n'y a pas des plans alimentaires territoriaux qui vont relocaliser ce qui peut l'être, etc., etc. Donc toute cette articulation, il nous faut encore la penser, l'améliorer, mais elle est prévue par les institutions. Est-ce qu'elle est vécue par les leaders politiques? Il me semble que oui. Et que pour ma part, j'ai volontairement mis fin à mes mandats locaux. C'est déchirure. J'ai gardé la présidence de l'Agence de développement et des programmes leaders et compagnie. Donc, je suis très présent aux côtés des collectivités, villes et communautés de communes du territoire, dans les contrats locaux de santé, développement éco, transition écologique. On est plutôt pionnier dans tous ces domaines. On est plutôt un laboratoire, notre territoire, sur tout ça. Donc, je passe beaucoup de temps dans tout ça. Et pour moi, il y a un aller-retour permanent entre ce que nous votons à l'Assemblée, ce que nous expérimentons sur le terrain. Récemment, dans la loi climat, il y a des nouvelles facultés données à orienter les marchés publics sur des critères de RSE. Ben, je plaide pour que sur le territoire, nous l'expérimentions rapidement à l'échelle de la région, etc., etc. Donc, cet aller-retour, il est permanent. Moi, j'ai le président de la région Aquitaine, j'ai eu plusieurs fois au téléphone pendant ce mandat, même si ce n'est pas ma région. Donc, enfin, je veux dire, on se parle, et on se parle parce qu'on est d'un territoire où il y a des collectivités. Les institutions le prévoient et tous les élus, s'ils sont un petit peu sensés, le font en permanence. Donc, ce n'est pas trop le sujet. Et je me permets, en écho, si vous permettez, hein, de rebondir sur le propos de Léonore. Moi, j'ai deux choses qui m'ont beaucoup plu dans ton exposé. C'est redire que la communication, enfin, l'information, ce n'est pas bateau. Ça, c'est important parce que moi-même, j'ai tendance à dire ouais, mais ça, c'est banal, etc. Non, l'effort sincère que fait un élu de rendre compte sur le terrain à travers des réunions publiques. Moi, je vais dans toutes les communes, 180 communes à mi-mandat. Je fais 6 réunions locales tous les ans de compte rendu de mandat et on édite un document. On passe beaucoup d'énergie, beaucoup de moyens financiers et humains pour le rendre pédagogique des combats nationaux et internationaux à l'échelle locale et montrer le lien avec le territoire. Ben, cette pédagogie-là, moi, je pense qu'il y a une forme de respect. Elle est la première des politesses et des civilités dans le dialogue démocratique. Et quiconque la méprise, soit le transforme en instrument de propagande. On le voit souvent, soit ne le fait pas. C'est une forme de mépris de la démocratie dans sa fonction première qui est de rendre compte. Un mandat, c'est un mandat pour faire et rendre compte de ce que l'on fait. Donc, on doit le cultiver et je souligne, je partage complètement. Ensuite, Léonore a insisté sur les processus d'éducation populaire. Et je ne saurais que plaider moi aussi pour ces processus-là. Il y a de la participation qui est bidon. On retrouve toujours les mêmes, les bac plus 5 qui ne se lèvent pas trop tôt le matin, et puis les autres, on ne les voit jamais. Si on est capable de monter, enfin, si la participation, ça vise à redonner à la bourgeoisie culturelle un lieu d'expression supplémentaire, qu'en plus de son pouvoir économique, on veut lui donner le pouvoir politique, on sait faire. Et tout le monde a déjà inventé des formes de consultation qui reviennent à ce qu'une sorte d'entre-soi se constitue sur le plan idéologique, sociologique, etc. On connaît très bien. Faire une participation qui redonne la parole aux plus pauvres, qui partent des périphéries, comme nous y invite le pape François, c'est autre chose. On a engagé un processus, nous, sur les questions alimentaires, avec la Télécar Monde, qui parle de labo d'usage, qui repart des gens les plus précaires et qui invente des formes d'action et ça. C'est autre chose. Ça prend un peu plus de temps, c'est moins spectaculaire. Mais c'est autre chose. Je plaide aussi pour d'authentiques formes d'éducation populaire. Hein, et pas de la bourgeoisie, encore une fois, des classes moyennes. J'ai rien contre elle. Hein. Puis j'y appartiens d'une certaine manière, mais si j'en viens pas aujourd'hui. Mais ce que je veux dire, c'est qu'elle a tous les pouvoirs. Et nous, notre première mission démocratique, c'est de faire le peuple des égaux, c'est-à-dire de reconstituer une parole donnée à tous. Et ça passe par des formes de démocratie, mais ça passe surtout, tu l'as souligné, dans l'éducation, dans ce que j'appelle moi un tiers-lieu. Il y a la famille qui fait ce qu'elle peut dans sa diversité,
il y a l'école de la République qui fait ce qu'elle peut, mais je suis absolument convaincu, et ça peut être une politique publique, qu'il nous faut un troisième lieu, qui est le lieu de l'apprentissage fondateur. Alors, c'est à l'enfance, tant mieux, mais au moins à l'adolescence. Si un adolescent dans notre pays n'a pas, à travers une école de musique, un club de foot, une aventure humanitaire, écologiste ou citoyenne, fait l'expérience d'un projet conçu, réalisé, partagé avec un collectif, avec une diversité de générations, de milieux sociaux, etc. Et tout, et il lui manquera, alors s'il est renouvelé à travers un mouvement comme le scoutisme ou ceux auxquels j'ai appartenu, et puis plein d'autres, hein, on n'est pas là pour... Il y a plein de... Toutes les formes sont bienvenues. Tant mieux, mais s'il ne l'a pas fait au moins une fois, s'il l'a pas fait, et tant mieux s'il l'a fait 100 fois, ça développe en lui cette capacité citoyenne qui est en germe, mais qu'il nous faut cultiver dans un autre lieu que l'école et la famille, je le pense profondément. Donc il y a vraiment... et alors je suis très embêté parce que ça ne se décrète pas depuis l'État, mais l'État ne peut pas être indifférent à ce que ça existe. Hein, donc, on ne va pas créer un corps de fonctionnaires éducation populaire, ça serait un non-sens. Ce serait l'éducation nationale bis. Oui, pardon. C'est-à-dire, oui, c'est-à-dire, jusqu'à récemment, il y avait le ministère de l'Éducation. Oui, alors, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on ne va pas remplacer ce qui était le bénévolat et l'engagement. Voilà, ça que je veux dire, hein, sur le terrain. Ah, bah, bien sûr. Alors, par ailleurs, je suis d'accord qu'il faut un corps d'État qui s'intéresse à cette question et qui le fasse pour de vrai. Hein, ça, c'est plus trop le cas aujourd'hui. Mais au-delà de ça, on ne remplacera pas par des fonctionnaires ni territoriaux ni nationaux ce qui est le réseau des bénévoles, des encadres, de ceux qui encadrent et forment ces aventures collectives. Donc il nous faut développer une capacité citoyenne avec le minimum de puissance publique nécessaire, locale et nationale, mais aussi parier sur une conversion du regard et de l'engagement des citoyens. Moi, je me permets de redire, parce que normalement elle sort aujourd'hui, j'ai essayé de rassembler avec Esprit Civique cette réflexion sur le renouvellement politique. J'ai essayé de l'exprimer dans une tribune, enfin en tout cas un texte que la revue Esprit devrait publier, devrait être en ligne aujourd'hui. Donc je renvoie à cette publication s'il n'y a pas d'accident de publication. J'ai essayé de redire les 3 principes sur lesquels on pourrait fonder un renouvellement de la vie politique en profondeur. Et il me semble qu'aujourd'hui, il y a une question entre le local et la planète. Et je propose que le principe de souveraineté solidaire, certes, la ville de Poitiers, mais la nation française également, ne peuvent pas se penser de façon isolée d'un monde dont on découvre tout le temps, et pas seulement à cause de la pandémie, mais d'abord à cause du dérèglement climatique et de toutes ses conséquences sociales et environnementales, en quoi nous sommes totalement liés. Donc la question de vivre le local et l'universel en même temps, avec ce concept qui vient de Mireille Delmas-Marty, qui est celui de la souveraineté solidaire, me paraît assez heureux, quelles que soient les échelles de territoire qu'on emprunte. Et il peut se traduire alors à travers des grands projets de réforme structurelle comme la réforme Zuckman sur la taxation des multinationales, mais c'est aussi un instrument de mesure de l'impact des gestions foncières que j'essaie de bâtir avec l'INRAE et les chambres d'agriculture sur le territoire, qui dirait au monde paysan et aux collectivités territoriales ce que nous faisons sur la terre. Voici les conséquences que ça a pour Poitiers, pour Nancy, pour Toul, etc. Mais également les conséquences que ça a dans l'Afrique subsaharienne en termes de production de niveau d'humide, donc de risque de malnutrition, etc. Donc, retrouver des instruments, non seulement de hiérarchie de l'action publique, lisible, clair, à travers des indicateurs, une science de la transition, mais également intégrer dans nos décisions locales la dimension universelle me paraît absolument capitale comme alternative soit à une mondialisation sans repères, sans foi ni loi, soit à un souverainisme qui serait la négation du fait que tout est lié et que notre destin est par nature désormais universel. La deuxième question, c'est l'individuation et ce que Cynthia Fleury oppose à l'individualisme comme modèle culturel dominant. L'État, la puissance publique, le politique peut cultiver cette capacité des citoyens à s'engager avec et pour les autres. Donc il faut, moi, je donnais 2 pistes dans la tribune qui va être publiée, démarchandiser un certain nombre de lieux et d'espaces et de temps. Moi, j'ai toujours pensé que quand on a fait du dimanche un jour banal,
on a affaibli notre démocratie dans notre capacité à vivre ensemble, à vivre la gratuité, etc. Quand tous nos lieux deviennent marchandisés, y compris les espaces publics sont vendus, commercialisés et tout, on enlève cette capacité à avoir d'autres imaginaires, à avoir des espaces de gratuité, de recréativité, du lien social. Donc la démocratie est affaiblie par la marchandisation, elle est affaiblie par les normes marchandes qui envahissent nos esprits et la place publique et le temps. Et nous devons cultiver ces tiers-lieux de fabrique du citoyen, de naissance des citoyens. L'État doit garantir les conditions aux citoyens par des institutions, de eux-mêmes créer de nouvelles institutions demain qui permettront de répondre aux défis du monde. Donc c'est ce mouvement-là. Et enfin, j'évoquais, toujours en m'inspirant de ces pistes ouvertes par le pape François, sur le fait de privilégier les processus, et nous nous retrouvons sans nous connaître avant, aux décisions martiales qui ont été la marque de la politique ancienne. Ce qui compte aujourd'hui, me semble-t-il, c'est d'associer la capacité régulatrice de la puissance publique à la capacité d'innovation propre à tous les corps intermédiaires, à toutes les communautés subsidiaires. Je pense notamment à l'entreprise. Moi, je tenais un seul exemple. Moi, j'ai été élu local aussi, mais Éléonore sera plus savante pour parler aujourd'hui du lien entre les grandes régulations nationales et internationales et l'action locale. Moi, j'aime à parler de la question de l'entreprise. Lorsque vous travaillez sur non seulement une loyauté fiscale, lorsque vous travaillez sur une responsabilité sociale et environnementale qui soit publique et non pas privée. Juste un exemple, j'ai publié ça ce matin parce que j'étais scandalisé, je le savais, et on a porté une proposition de loi il y a 3 ans qui a échoué. La RSE devient une attente très forte de la société. Elle est aujourd'hui monopolisée par des sociétés privées, souvent anglo-saxonnes, elles pourraient être chinoises, ça ne change rien. En tout cas, elles ne sont pas démocratiquement établies. Donc les normes ne sont pas établies démocratiquement. Savez-vous que Orpea était noté très au-dessus de la moyenne par les agences de notation extra-financières? Orpea avait des très bonnes notes, non pas sur ses produits financiers qui étaient fructueux, mais également sur les notations extra-financières. Donc la question de la normativité, de qui produit la norme et comment on la véhicule, tout devient un vrai sujet. Donner la capacité aux citoyens de peser sur l'économie parce qu'ils sauraient qualifier, non pas les produits. Le pire des capitalistes sera toujours faire des produits pour les bobos et saura faire. Ce n'est pas le problème. Ce n'est pas les produits qu'il faut gérer, c'est les processus de fabrique de ces produits dans les entreprises. Si on sait noter les entreprises avec une certification établie démocratiquement par un débat des parties prenantes signées, établies dans les parlements ad hoc, dans une souveraineté démocratique, nous donnons aux citoyens la capacité à peser sur l'économie comme consommateur, c'est presque banal de le dire aujourd'hui, mais également comme épargnant, une puissance extraordinaire, une taxonomie qui permet d'orienter son épargne, et troisièmement comme collaborateur, parce que la génération de Léonore, quand elle arrive sur le marché du travail, et c'est un miracle, elle a des exigences éthiques, et pour au moins un jeune sur 2, il n'a pas envie de travailler pour l'esclavage moderne ou pour les paradis fiscaux. Et ça devient donc la clarté de la connaissance d'entreprise devient un motif de changement de ces entreprises parce qu'elles ont besoin de cette génération pour renouveler les boomers dont je fais partie. Donc là, il y a un moyen. Et puis un autre moyen à l'intérieur de l'entreprise, qui est un autre processus, qui est celui de la codétermination, le modèle rénant de gestion du capitalisme, où les salariés, comme partie constituante, participent à côté des actionnaires à l'orientation stratégique de l'entreprise. Vous voyez bien comment ces deux éléments d'une loi peuvent faire que la démocratie ne soit pas uniquement le compartiment de qu'est-ce qu'on décide à Poitiers, qu'est-ce qu'on décide à Paris ou à Bruxelles, qui est finalement un sujet, mais qui est en train de s'articuler, de s'harmoniser, de se chercher, mais qui n'est pas le sujet fondamental. Le sujet fondamental, c'est de donner de la démocratie partout et pour tous, et d'inscrire, y compris dans un champ qui était un peu une boîte noire, l'entreprise, des processus profonds de démocratisation comme salarié, comme consommateur, comme épargnant. Je peux peser sur l'économie, sur ma vie et sur la marge du monde, et sur ici et sur la planète. Et ça me paraît être un des champs nouveaux, investir de nouveaux lieux démocratiquement par des processus autoportés, et deuxièmement, relier le local et l'universel. C'est un peu le sens de la tribune de réenchantement du politique que je produis aujourd'hui et que je suis heureux de partager avec vous. J'avais une demande de précision. Je pense que depuis 2-3 jours, on nous parle beaucoup d'éducation populaire. Est-ce qu'on pourrait préciser exactement ce qu'il y a derrière ces mots? Parce que je n'ai pas l'impression que ça a été fait jusqu'à maintenant.
Alors, j'ai 3 questions depuis les personnes qui suivent en visio. Je vous les donne telles quelles. Première question de Sarah Cadon du CCFD Terre Solidaire. À tous les deux, avez-vous connu des déceptions, des illusions sur votre pouvoir d'action liées à ce que vous identifiez comme des dysfonctionnements démocratiques? Lesquels vous ont le plus frappé? Quelques exemples entre parenthèses, main sur les ordres du jour, décisions qui se prennent en d'autres espaces. Question de Charles Margue. Pourquoi le milieu associatif est-il frileux pour encourager les gens à s'investir en politique via les partis? Et une dernière question de Bénédicte Dufour adressée à Léonore Mauconduit. Comment accompagnez-vous les nouveaux élus dans leur mandat, formation, soutien, pour éviter l'expérience malheureuse des députés LREM issus de la société civile et broyés par le système politique car peu accompagnés? On fera un deuxième tour de questions. Merci pour vos questions. Alors, pour qu'est-ce que l'éducation populaire? Alors, je vais essayer d'être brève, même si c'est un sujet passionnant, et donc on pourra en parler des heures. L'éducation populaire, ça a été, je me reconnais complètement dans la définition qui a été donnée, c'est-à-dire qu'on considère que pour qu'un enfant grandisse de manière équilibrée, enfin, je parle d'un enfant, mais en fait, pour qu'un individu grandisse de manière équilibrée, il lui faut 3 espaces d'éducation. L'éducation scolaire, qui vise avant tout à transmettre des savoirs. C'est comme ça. Enfin, je veux dire, c'est avant tout la transmission de savoir qui se sanctionne par un oui-non, quoi, en gros. L'éducation familiale, qui vise avant tout à transmettre un héritage culturel, familial, social et un certain nombre de valeurs. Et puis, un 3e espace, qui est l'espace de l'éducation populaire, qui est un espace qui est ni l'école ni la famille, donc qui est libéré des contraintes propres à ces espaces-là, et qui vise avant tout à transmettre des savoir-faire, des savoir-être, des savoir-vivre. Et les espaces d'éducation populaire sont vraiment fondés sur le pari de l'éducabilité de chacun et du fait que chacun peut être acteur de sa vie et via des pédagogies qui l'encouragent à l'être, avec des pédagogies, par exemple, si je prends un exemple dans le scoutisme, des pédagogies qui responsabilisent dès le plus jeune âge, qui donnent à l'enfant l'habitude de prendre des responsabilités, des pédagogies fondées sur la vie en collectivité. Bien souvent, on apprend par le groupe, avec le groupe, et on grandit avec le groupe. Et vraiment, c'est au-delà d'un schéma pédagogique, c'est un parti pris politique, en fait, de considérer que chaque individu est capable de contribuer à la définition d'un espace collectif et donc à être acteur de sa vie et de la vie collective. Et donc, c'est pour ça que nous portons tous les deux l'idée que si on veut permettre aux citoyennes de sortir de cette impuissance, enfin cette autocensure, en fait, ce sentiment d'impuissance quant à leur capacité à agir dans la vie collective, eh bien, ça doit passer dès le plus jeune âge par le fait de leur donner les réflexes dans tous les espaces éducatifs possibles sur le fait d'être, encore une fois, acteurs, encouragés pour l'être, encouragés pour prendre des responsabilités, pour avoir un avis, pour le donner, pour apprendre à s'exprimer. Et tout ça, on l'apprend beaucoup dans les espaces d'éducation populaire. Et au-delà de ça, il y a très concrètement, aujourd'hui, l'éducation populaire est aussi un agrément dont peuvent bénéficier certaines organisations qui sont majoritairement des associations de jeunesse et d'éducation populaire, donc c'est-à-dire les associations qui organisent les maisons de quartier, les colos, les centres de loisirs, des mouvements comme la MRJC. Et ça concerne aussi très concrètement tout un secteur d'activité en France et dans le monde aujourd'hui. Sur la déception et les désillusions, je vais me laisser le temps de réfléchir pour vous répondre, mais sur la dernière question sur comment accompagner mieux les nouveaux élus et la comparaison que vous faites avec notamment les députés En Marche. Alors, je pense que ce n'est pas l'espace pour que je me prononce là-dessus, mais en tout cas, effectivement, c'est aussi qu'à ça que ça sert les partis. Enfin, il est nécessaire pour s'engager sur le long terme, mais surtout pour être fiable vis-à-vis des citoyens, c'est-à-dire s'engager sur un programme qu'on tient. Ensuite, il faut un espace de formation. Et nous, ce à quoi on s'est attelé à Poitiers, dans la manière dont on a fait campagne, c'est de faire les choses dont on a fait politique surtout, c'est de faire les choses dans le bon ordre, construire d'abord un programme tous ensemble. Le programme avant les têtes avant la tête, c'était un petit peu notre formule. Et donc, à partir du moment où on construit le programme avec les gens qui seront demain des élus, ça les met en situation d'acteurs, ça les engage vis-à-vis des propositions qu'ils ont construites, qu'ils ont portées, et ensuite qu'ils vont mettre en œuvre une fois élus. Et alors, soit il y a des mouvements citoyens qui sont structurés, qui sont capables de faire ça, c'est ce qu'on a eu la chance de pouvoir construire à Poitiers, soit
eh bien, il faut des organisations de toute façon qui sont euh, persévérantes sur le long terme, qui existent, qui structurent la vie politique et qui structurent la pensée politique aussi sur le long terme. Et les partis peuvent jouer ce rôle-là, en tout cas ce rôle de formation, d'accompagnement des jeunes élus, ce rôle de définition d'un projet politique qui a réponse à tout, en fait. Enfin, ça fait partie aussi du rôle des organisations politiques et c'est en cela, en partie, que pour moi, elles ne sont pas totalement à rejeter. Aujourd'hui, le système des partis, il a bien des travers et on pourra y revenir, mais en tout cas, cet espace collectif de formation et de consolidation de positions collectives communes me semble aujourd'hui indispensable au fait d'avoir une vie politique structurée et source de transformation sociale et écologique du long terme. Et voilà, je vais rendre la parole et puis je réfléchis entre-temps aux deux questions auxquelles j'ai parlé. Non, mais je suis totalement d'accord avec ce qui a été dit, et notamment la confiance, enfin, le pari sur le fait que même si aujourd'hui ils sont désavoués, que structurellement, les partis politiques sont structurants de la République. Moi, j'ai redécouvert ça lundi avec Barbel Koffler, qui est la députée social-démocrate, secrétaire d'État parlementaire aux droits humains, secrétaire d'État parlementaire, hein, on est sûr. Elle est une sorte de vice-ministre du ministre des questions humanitaires, droits humains, dans la nouvelle coalition allemande, mais au Parlement. Donc, articulation Parlement-exécutif. Je ne dis pas que c'est un modèle, je dis simplement en l'écoutant que des forces qui s'opposent aujourd'hui, qui s'annulent, qui se déchirent et s'effondrent, au-delà même de la gauche, sur des accords possibles, en Allemagne coopèrent et dans une organisation et des modalités d'élection et de représentation qui associent territoire, exécutif et parlement. Donc, il y a sûrement un lien entre les règles institutionnelles allemandes et la capacité sur un programme à faire des alliances qui aujourd'hui sont inimaginables en France. Donc là, encore une fois, ma première entrée n'est pas la réforme des institutions, mais l'exemple allemand m'a parlé. Et dans cette journée que nous avons faite avec la Fondation social-démocrate allemande et française autour de la loi de devoir de vigilance, on a une loi allemande qui a repris la loi française et on inspire ensemble, on essaie d'inspirer la directive européenne qui va être publiée et son accomplissement dans les États-nations. Avec Barbel Koffler, on a eu une journée pour échanger devant la presse, déjeuner, etc. Elle me raconte à quel point les partis sont soutenus par l'État en Allemagne, à quel point les fondations, comme la Fondation social-démocrate, est financée par l'État allemand, que cette fondation finance des mouvements d'éducation populaire, qu'elle finance des bourses d'étudiantes de jeunes en devenir dans l'engagement politique, qu'elle finance à l'étranger des partis frères, des mouvements frères, l'émergence de syndicalisme paysan dans des pays où il n'y en a pas, etc. Enfin bref, elle participe à l'avènement démocratique. Elle est soutenue parce que l'Allemagne a une histoire qui fait que c'est une république des partis et que les partis sont puissamment reconnus dans leurs fonctions structurantes, éducatives et structurantes de la vie publique. Et cette force qui est celle des partis leur permet, j'ai réfléchi à l'instant, peut-être plus facilement qu'en France, parce qu'ils ont cette assise institutionnelle, historique, de s'engager dans des coalitions programmatiques qui ne nient pas leur propre existence. Leur existence n'est pas forcément dans l'exercice de pouvoir, il est aussi dans la capacité à co-gérer le pouvoir, leur identité étant garantie par leur fonctionnement institutionnel. Ça ne cesse depuis lundi de m'interpeller. Ça me fait réfléchir à des formes nouvelles qui pourraient naître. Mais je suis heureux qu'avec Léonore, qui vient d'une autre tradition, d'une autre génération, et les Verts, et ton approche de la démocratie directe, je suis plus réservé, plus prudent sur ce sujet. Je ne suis pas hostile et on la pratique, mais je suis moins enthousiaste. Donc je suis très heureux qu'en même temps que tu sois une innovatrice dans démocratie, dans de nouvelles formes de démocratie, tu redises, et je voulais simplement te dire tout mon appui dans cette voie-là, que les partis ont un rôle structurant, des partis populaires. Pas des partis d'élite, mais des partis qui vraiment soient populaires. Et voilà. Bon. Donc, hommage aux partis. Sur la déception, je vais être très bref. Il a fallu 4 ans pour que la loi devoir de vigilance soit votée. Les résistances des lobbies patronaux, c'est un vieux mot, mais c'est quand même une réalité, de Bercy, de Matignon, je les ai vécus, mais vraiment, je veux dire, dans ma chair, quoi, hein, c'était puissant. Heureusement qu'on était un collectif, qu'il y avait une société civile, qu'il y avait plusieurs députés investis, mais ça a été une épreuve. Et je me souviens qu'on a réussi à faire quand même une pétition à François Hollande, la plus grande pétition parlementaire qui a été faite, mais aussitôt qu'on l'avait fait, on était fiers de l'avoir fait, puis il y avait quelque chose de ridicule. Vous imaginez des députés qui font une pétition au président de la République. Et la revue L'Ours, qui est la revue intellectuelle, social-démocrate,
m'interroge un jour. Elle me dit, mais comment des députés font pour faire la loi? Quasiment leur question, c'était ça. Et on a fait 20 000 signes pour raconter la naissance et les combats de cette loi. Et j'ai commencé le papier, enfin, après l'avoir relu, je me suis dit, mais l'étonnement, ce qui est étonnant, c'est l'étonnement. Qu'on s'étonne que des députés fassent une loi. Enfin, on est justement là pour ça, quoi, hein, pour concevoir des solutions, des réponses, etc. Bah, dans la Ve République, ça va vraiment pas de soi. Hein, ça va vraiment pas de soi. Et je peux en témoigner sur ma courte expérience, ça va pas de soi. Donc la déception, c'est que la démocratie parlementaire, on a parlé de la démocratie locale, on a parlé de la démocratie ouverte, des nouvelles formes de démocratie, on a parlé des partis. Je voudrais redire qu'il y a un vrai sujet dans notre pays d'un Parlement qui n'est pas au niveau où il devrait être dans sa force de projection, dans sa force de prendre en compte des questions du monde, de déchiffrement de la société, de vigilance, de contrôle, d'enquête et de prospective. Notre capacité d'enquête et de déchiffrement des questions comme celles qui sont révélées par les médias. Vous voyez un peu le poids des lanceurs d'alerte et le poids des médias aujourd'hui dans la révélation des désordres du monde. Le Parlement devrait être à l'avant-garde de ce travail d'enquête et d'investigation. Et ça serait sain qu'il en soit ainsi. Et puis, il devrait être incapable de bâtir des scénarios pour demain et d'en débattre sereinement. Il le fait trop peu. Donc, la déception, elle est sur ce plan-là, d'une démocratie qui est fatiguée institutionnellement. Mais je veux redire à cet instant et finir là-dessus, la première fatigue démocratique, c'est l'atonie. Son atonie, c'est avant tout une société qui a... Ça vient par le bas. C'est pas ni Hollande, ni Sarkozy, ni Macron qui ont détruit cette démocratie. Ils peuvent l'accélérer, la décomposer, etc. Peut-être, ou la recomposer ici et là. Mais avant tout, c'est une société qui a peut-être perdu cette qualité essentielle qui est de dire chaque être est une personne investie de droits et de devoirs avec et pour les autres. Et si l'idéologie libérale ou marchande ou individualiste ou matérialiste, vous l'appellerez comme vous voulez, véhicule massivement par les imaginaires publicitaires, par les valeurs véhiculées et parfois relayées par les élus politiques, une autre idéologie, ça fabrique une autre société. Donc c'est aussi une bataille culturelle. C'est aussi une bataille culturelle. Alors, oui, c'est moi. Excusez-moi, c'est juste pour compléter par rapport aux questions auxquelles je n'avais pas répondu. Je vous rends la parole. Puis en plus, ça me fait vraiment réagir sur. Moi, par rapport à la désillusion, j'ai plutôt envie de vous raconter encore une fois le parcours que j'ai fait. En fait, initialement, je n'ai pas fait non plus une ode au parti. Hein. Je dis juste qu'aujourd'hui, je prends le parti de les changer de l'intérieur. Mais au début, je pensais que j'étais assez anti-parti et je me disais, bon, en fait, si les partis aujourd'hui ne font pas le job, ne sont pas perçus positivement dans la structuration de la vie politique, c'est parce qu'en fait, ils ferment les barrières, ils ferment les portes aux citoyennes et aux citoyens. Donc, je me suis dit, moi, j'avais 25 ans, hein, donc vous imaginez, j'étais la fleur au fusil, quoi. Bon, il suffit de demander aux partis d'ouvrir les portes pour que les citoyens se précipitent et puis envahissent et tous envie d'être candidats partout. Et donc, j'ai fait une expérience pour les élections législatives de 2017. J'ai convaincu mon parti de laisser 100% des places de candidature aux législatives à des jeunes de moins de 30 ans et qui n'étaient pas encartés chez ELV. Donc, j'avais passé ma grosse étape et je me suis dit, bon, on va avoir un problème de riches, on va avoir trop de gens qui vont vouloir être candidats. Et en fait, pas du tout. Alors, c'est peut-être... Et en fait, pas du tout. Même quand on n'impose pas aux gens d'être encartés, même quand on leur donne carte blanche sans leur demander d'avoir un parcours militant de 50 ans derrière eux, eh bien, en tout cas, ce n'est pas la foule qui se précipite. Et de même, lorsqu'on est élu, l'un des retours qu'on a le plus souvent, c'est on n'est pas associé aux décisions, on n'est pas au courant. Hein. Et donc, du coup, on s'est dit, ok, on va faire des réunions publiques sur tout, à peu près. On va faire des réunions publiques sur tout à peu près. On va ouvrir des espaces soit d'information, soit de concertation. Et en fait, parfois, alors que c'est des sujets qui défraient la chronique, à l'échelle de Poitiers, c'est des questions d'extinction d'éclairage public ou de fauche tardif, par exemple, dans les parcs, on coupe l'herbe plus tard qu'avant. Et donc, voilà, ça fait vraiment réagir les gens. Et pourtant, quand on fait des réunions publiques sur le sujet, il y a 1 ou 2 personnes. Et ça arrive très souvent. Et donc, c'est une déception qui
me donne de la combativité en fait pour la suite, mais surtout qui me fait dire que le problème, il n'est pas simplement dans les institutions politiques, que ce soit les partis ou les institutions qui sont fermées. Le problème, il vient aussi du fait, il faut aussi agir en face sur la société et sur comment on fait en sorte que les citoyens et les citoyennes s'emparent de cette chose-là. Et c'est pour ça que se développe beaucoup, à la base, dans des associations comme ATD Carmonde, par exemple, ou les centres sociaux, le Aller Vert, aujourd'hui, c'est à la mode. C'est-à-dire on n'ouvre pas simplement les portes en attendant que les gens arrivent, mais on va chercher les gens là où ils sont pour les convaincre de venir donner un avis, quel qu'il soit, mais juste pour les convaincre qu'ils sont acteurs, actrices de leur vie. Et ce Aller Vert qui s'est développé dans le monde associatif, on le développe de plus en plus. Enfin, nous, en tout cas, à l'échelle de la ville de Poitiers, on le développe de plus en plus dans nos pratiques institutionnelles. C'est-à-dire qu'on ne met pas que des affiches, mais on va faire du porte-à-porte, inviter les gens physiquement à des réunions, on va faire du boitage. Par exemple, lorsqu'on veut évaluer sur l'horaire de l'extinction de l'éclairage public, on ne va pas simplement faire une consultation en ligne en demandant aux gens de cliquer sur l'option qu'ils préfèrent. On a fait une évaluation citoyenne, donc avec du porte-à-porte, où on allait faire passer un questionnaire aux gens où ils ont pu aller donner leur avis. Et donc, voilà, tout ça pour dire que le problème est complexe et qu'il ne s'agit pas simplement de critiquer la fermeture des espaces politiques, mais de jouer aussi en face sur comment on fait en sorte que les gens s'y emploient. Et c'est là que la démocratie directe, pour moi, ce n'est pas la solution. Tout ce qui est assemblée citoyenne, tout ce qui est votation directe des citoyennes et des citoyens, c'est pas la panacée. Pour moi, ce n'est pas la solution unique. Et ça ne doit pas légitimer pour autant nous qui sommes élus par le scrutin universel. Mais pour faire revenir les gens à la confiance en la politique plus largement dans ces espaces les plus conventionnels, je pense qu'il faut aussi que ça passe par des espaces comme ça où on montre que oui, on peut aussi laisser la décision jusqu'au bout aux citoyennes et aux citoyens qui auront la force de l'exemple pour d'autres. Et voilà, je suis assez convaincue par cette approche boule de neige. Pour terminer sur les déceptions, j'ai parlé de la Convention citoyenne pour le climat, mais pour moi, vraiment, j'y avais mis beaucoup d'enthousiasme. Je m'étais dit, OK, bon, on fait confiance, je vais faire confiance cette fois-ci, ils le disent, donc ils vont le faire. Et en fait, j'ai été vraiment profondément déçue et surtout terrifiée par les conséquences que j'entendais autour de moi sur des gens de ma génération et pourtant sensibilisés, quoi. C'est des gens qui sont écolos, qui sont investis dans les associations, etc. Là, après cette étape-là, il y en a beaucoup autour de moi qui se sont dit, mais non, ça y est, c'est fini, maintenant, je ne fais plus confiance. Et donc, et c'est d'autant plus grave que pour moi, on n'en a pas trop parlé, mais les enjeux climatiques de biodiversité sont tels que si on n'arrive pas à décider de notre destin collectif de manière démocratique et en faisant en sorte que les gens aient confiance en le processus, ce sera encore plus difficile à gérer autrement que par une solution un peu autoritaire descendante. Et il y a vraiment une urgence démocratique sur la gestion de la crise écologique à venir. Et puis sur les déceptions, les désillusions que je peux citer en termes d'exemple à Poitiers, il y a de manière générale une culture de l'institution à faire évoluer où au début de notre mandat, on nous faisait souvent comprendre que en fait, la participation citoyenne était perçue comme un exercice de communication. Oui, on dit qu'on va faire comme les gens ont dit, puis en fait, on va sortir les plans du placard et puis on va faire comme on a dit nous. Mais en fait, non, on va vraiment faire comme on a dit aux gens qu'on allait faire. Et ça passe aussi par des outils de formation. Là aussi, on parle de formation. Il ne s'agit pas de mettre un panneau sur une porte, d'ouvrir une salle pour que ce soit une réunion publique productive, mais il faut que nos agents soient formés aux outils d'intelligence collective, comment on fait décider les gens, ça ne se décrète pas, ça se travaille, et c'est tout un savoir-faire en fait qu'il faut diffuser progressivement dans les institutions. Alors, quand j'entends Dominique ou Léonore nous parler de ce qu'ils viennent nous dire, et de l'éducation populaire en particulier, je reçois un puissant souffle d'espérance. Puissant. Mais est-ce que le doute ne vous touche pas de temps en temps? Moi, vous nous parlez de la province et je pense et j'espère que la province va être la plus forte pour imposer ce souffle-là à l'ensemble de la France. Mais moi, je vous parle de la grande couronne parisienne. Vous êtes en situation entre les responsables locaux élus et les mouvements d'éducation populaire, vous êtes en situation de réguler le lien social. C'est vous qui faites le lien social. En grande couronne parisienne, j'ai l'impression que les mouvements d'éducation populaire ils déclarent forfait. Ce qui est plus puissant que eux,
c'est les réseaux dits sociaux, les réseaux numériques, et qui cantonnent de plus en plus fort, chacun dans sa collectivité. Nous sommes une société de ségrégation profonde. Il y a de moins en moins de mélange, de moins en moins d'échanges, de moins en moins de tolérance les uns envers les autres. Et on a l'impression que ce sont les réseaux sociaux des GAFA qui sont les maîtres du lien social. Alors, j'espère, est-ce que le doute vous touche quelquefois? On va prendre encore quelques questions. Je vous invite à les formuler de manière courte, s'il vous plaît, pour qu'on puisse... on doit terminer vraiment dans un quart d'heure, donc voilà. Durant notre session, on a beaucoup parlé, enfin évoqué en tout cas la question de l'éducation populaire. On n'a pas creusé, mais ça a été évoqué très souvent. Moi, ce que j'observe, c'est pas mal d'organisations d'éducation populaire qui ont été laminées. Et je vois, je sais pas, des mouvements, des associations de demandeurs d'emploi, souvent ça a été s'est transformé un peu en organisme de formation. Et là, avec le système des appels d'offres, la demande de résultats, des subventions qui sont vraiment conditionnées sur des résultats et tout ça, ne donne plus, je trouve, une vraie capacité d'éducation populaire. Et je trouve que c'est un vrai problème. On a détruit une part de l'éducation populaire en France. Merci. J'ai bien aimé les tiers-lieux, effectivement. Vous avez parlé tous les deux de la famille, de l'école. Il y a 25 ans, il y avait le service militaire. Alors, tous les quinquennats, on remet sur le tapis quelque chose à inventer de novateur. Alors, c'est jamais vraiment concret, mais on parle du service civique. Et je suis de ceux qui en accueillent, en tout cas régulièrement, et qui prend plaisir à avoir un contact avec ces jeunes qui s'engagent d'une manière discrète, très souvent. Mais est-ce qu'il n'y a pas là vraiment une volonté politique de poser un acte fort pendant une année de sa vie, entre 18 et 25 ans, on va s'engager dans quelque chose et on va prendre une année, alors il ne faut pas qu'elle soit gratuite, mais voilà, on va prendre une année de sa vie, on va donner une année de sa vie à faire quelque chose de différent pour les autres. Est-ce qu'il n'y a pas vraiment une volonté politique là aussi de matérialiser alors une tranche d'âge, je crois que c'est 800 000 jeunes par an. Donc comment on fait? C'est vraiment une volonté politique. Et puis la deuxième chose que je voulais, c'était de voir aussi dans la méfiance, dans la défiance, quelquefois, est-ce qu'en tant que député, vous osez aller dans une prison sur votre territoire, dénoncer la surpopulation, vous osez aller dans un centre de rétention aussi pour des migrants, dénoncer l'abus quelquefois qui peut être fait, comme vous pourriez oser aller dans une maison de retraite à 7 heures du matin de votre plein gré, dénoncer peut-être aussi des abus sans attendre finalement que ce soit une autre institution qui est simplement un jeune écrivain qui dénonce un scandale national aujourd'hui, sans que ce soit finalement le pour qui on a voté, qui doit aussi quand même avoir cette notion de contrôle de ce qui se passe sur son territoire, sur sa circonscription. C'est, à mon avis, oui, c'est ça. C'est les deux dernières, je pense, parce que sinon, c'est le rapide. Oui, parce que j'aurais voulu en faire un peu en lien avec une intervention d'hier de Quentin Sauzet de À nous la démocratie, démocratie ouverte, avec qui on réfléchissait à comment réinvestir les partis électifs de nos instances représentatives. Et on déplorait aussi aujourd'hui la grosse abstention dans les dernières élections. Mais est-ce que ce n'est pas en fait le fruit, ce regard qui peut être pessimiste, d'un défaut de compréhension de ce que c'est que la participation à la vie politique en survalorisant les mandats électifs et les instances de représentation? Vous venez de citer beaucoup de lieux, notamment l'éducation populaire, mais en fait, c'est toute la vie qu'on devrait pouvoir s'investir dans des lieux tiers qui ne sont pas forcément élus. Et au fait, je me fais l'écho, c'est une question qui m'est venue par Jacques Ellul,
qui, en quittant la mairie de Bordeaux, constatant qu'il n'avait pas beaucoup de pouvoir, finalement, il était au service de technocrates, de ce qu'il disait, il s'est investi dans la militance et il a eu, à la fin de sa vie, l'idée qu'il avait beaucoup plus de pouvoir dans la militance. Donc, je dirais, est-ce qu'on ne pourrait pas revaloriser et pas trop survaloriser les mandats électifs pour pouvoir regarder davantage, pas que la jeune génération, mais toute notre société civile comme effectivement davantage engagée dans les changements et peut-être aussi soutenir à différents niveaux ces engagements-là. Je confirme l'intervention première partie de notre ami là-bas. J'ai toujours déploré la suppression du service militaire remplacé par rien. Bien. Juste un petit point d'ordre pour les organisateurs, c'est vraiment à 15, on arrête parce que on pouvait. D'accord, ok. Donc 5 minutes chacun. D'accord, très bien. Non, mais c'est pour. On voulait vous faire part de notre disponibilité, mais on respecte. Donc, on a 5 minutes pour répondre à ces questions. Ce sera des réponses brèves et d'ouverture qui seront un peu conclusives. Moi, je voudrais le faire parce que l'éducation populaire, telle qu'on pourrait en être nostalgique, ça serait une mauvaise nostalgie. Et ce qu'il faut retenir, c'est l'essence. Ce n'est pas les formes anciennes. Moi, je suis né plutôt dans la tradition de la JAC, et puis le fondateur de la JOC, la vie d'un jeune travailleur, plus que tout l'or du monde, c'était à quelques kilomètres de chez moi. Donc, je suis dans cette nostalgie romantique de cette époque-là, mais elle n'est pas adaptée au temps présent. Donc, il faut nous inventer, ce qu'il faut retrouver, c'est l'esprit, pas les formes. Et je pense qu'il n'y a pas de plus grande tâche politique aujourd'hui. Je reprends la thèse de Ellul, que Gabriel nous suggère là. Je me dis, je me représente ou alors je m'investis dans la fondation d'un mouvement d'éducation populaire. C'est franchement, en termes de puissance de transformation, on peut s'interroger. Ma disponibilité dans les 5 ans qui viennent, ça serait où? Vraiment, c'est une bonne question. Et je vais vous donner des compartiments de cette éducation populaire. Je pense que ça va intéresser Léonore. Peut-être qu'à Poitiers, ça existe, je ne sais pas. C'est né à Marseille et au Muséum d'histoire naturelle, c'est tous chercheurs. C'est comment des citoyens posent une problématique scientifique. Chez nous, c'est les tiques, par exemple, à Nancy, hein, c'est les maladies vectorielles, quoi, hein, et deviennent des groupes sortis de prison. Je reprends ça. Hein, Caramonde, un groupe d'élite, un groupe de gueules cassées. Voilà, ils sont accueillis dans un labo pendant une journée. Ils posent un problème et scientifiquement, ils voient la rigueur de la science pour poser les hypothèses, les thèses et les contre-hypothèses. Ils testent, ils expérimentent, ils collectent, ils documentent. Ils apprennent le génie de la science dans la démocratie, dans la délibération, dans l'esprit critique. Ils apprennent à poser un problème, ils assument de poser une réponse plurielle, de la vérifier, etc. La chercheuse qui a monté ça, enfin ceux qui ont cherché ça, voient des gens grandir, s'épanouir. Et je pense que c'est des citoyens qui, sur les grandes questions, des pesticides, des NBT, de tous les sujets contemporains et tout, seraient des personnes aussi passionnées, mais peut-être plus fécondes que les préjugés, que les oppositions stériles ou les propagandes. On a besoin de retrouver de la science dans la démocratie, et pour ça, on a besoin d'une éducation scientifique populaire, gratuite, faite uniquement pour redécouvrir ces mécanismes. On a également besoin d'une éducation populaire, car des fois, autre chose que la science, c'est le sens. L'éducation populaire, ce n'est pas que l'apprentissage de la mécanique, d'une mécanique démocratique, ce n'est pas devenir habile, ce n'est pas de la gymnastique, c'est aussi s'interroger collectivement, quand on a 17 ans, au sens de sa vie, et trouver des réponses ailleurs qu'à l'école et dans sa famille. C'est un lieu où la question du sens va se poser. Et cette question du sens et de la dimension spirituelle de nos vies est fondamentale. Parce que qu'est-ce qui nourrit la révolte contre l'injustice, qui nous réunit tous aujourd'hui, le refus de l'injustice? Ce refus de l'injustice, il vient de notre dimension spirituelle. C'est un héritage, c'est une source spirituelle. Et cette dimension spirituelle est la seule qui nous permettra de découvrir d'autres compartiments de l'existence et d'avoir la force du partage, parce qu'il y aura d'autres compartiments de l'existence qui vont être révélés. Donc elle est à l'origine, elle est un peu l'alpha et l'oméga, cette dimension spirituelle, et l'éducation populaire. Moi, l'expérience que j'en ai eue, le scoutisme d'une certaine manière dans le rapport à la nature, aux autres, etc., dans mon mouvement par d'autres modalités, y compris dans Tous chercheurs, pose la question du sens et de la vérité.
c'est un des lieux où la question de la vérité est posée. Et il n'y a pas de démocratie qui ne se vise et qui ne se vive que dans l'horizontalité. C'est une fiction libérale. La vérité, c'est que la démocratie est cette tension entre l'horizontalité de la délibération collective fraternelle des égaux et cette recherche d'une vérité plus verticale, de cette verticalité du sens. Et c'est un des lieux d'apprentissage. Si elle n'est pas ça, elle n'accomplit pas tout à fait son œuvre. Alors, par quoi remplacer le service militaire? Moi, j'avais proposé un 9 mois. C'était ni un an, ni 2 ans, ni ça. Il y a le SNU, on en pense qu'on en veut, ce n'est pas le lieu de critiquer ce qu'a fait la majorité actuellement. C'était un essai. Martin Hirsch avait fait le service civique amplifié sous Sarkozy, Hollande l'a amplifié. Ils ont essayé le SNU. Tout ça ne me paraît pas tout à fait bien paramétré. Je suis plutôt au service civique, le SNU, je suis un peu dubitatif. Mais on peut penser que l'esprit était là, apporter des réponses structurantes. Pour ma part, je vous dis juste pour information, entre 18 et 30 ans, on devait faire 3 mois juste après le bac, mes enfants m'ont maudit, hein. Les 3 mois qui suivaient le bac, c'était 90 jours, je ne sais plus, 100 jours, où on était dans la mixité et déplacés culturellement ailleurs, hein, dans la mixité. Et on avait apprentissage de la République, depuis la défense, l'ordre, l'histoire, machin. Il y avait des classes républicaines. Et puis après, il y avait des immersions qui pouvaient être fragmentées dans des mondes ailleurs, au-delà de la Méditerranée, mais aussi dans son quartier où on n'avait jamais frappé les portes, on n'avait jamais été. Et il y avait des lieux d'investissement. Ça faisait 9 mois pour faire naître un citoyen. C'est une contribution symbolique, hein, je ne suis pas du tout expert. C'était pour dire que oui, il y a quelque chose à trouver autour d'un lieu d'apprentissage ou d'un continuum d'apprentissage par l'éducation populaire, mais il y a quelque chose à inventer. On a vu que ça coûtait très cher. Moi, je pose la question de combien coûte une société qui n'investit pas la citoyenneté. Ça coûte bien plus cher, c'est comme l'absence de prévention, on le sait bien. Enfin, juste pour terminer, dans l'espérance des investissements non mandat politique, le commerce équitable. Enfin, moi, quand j'étais jeune, au MRJC, c'était dans les coffres sur les parkings, on passait, comme jamais c'était un produit illicite, on se transportait du café ou du chocolat, commerce équitable. C'était absolument marginal. Je ne suis pas si vieux, donc en 30 ans, c'est quelque chose qui est devenu. Il n'y a pas aujourd'hui un Lidl sur le plateau de Langres où il n'y ait pas un produit du commerce équitable. Donc ils ont gagné et c'est un combat citoyen. Qu'est-ce qu'a fait l'État? Même pas un label, ça n'existe à peine. On l'a esquissé dans 2-3 lois, mais eux-mêmes se méfient d'un label de l'État qui pourrait déformer leur propos initial. Ils ont gagné par la force de la société, de la conviction, à créer un modèle alternatif aux échanges internationaux qui aujourd'hui sert de référence, comme l'économie sociale, quelques pourcents et comme le bio, etc., que sert de référence à l'ensemble de contre-modèles et qui infuse un autre monde possible à partir d'un combat citoyen. Donc oui, des combats citoyens inspirés, innovants, peuvent transformer les compartiments du commerce international. C'est quand même pas rien et ça doit donner absolument foi dans l'investissement citoyen innovant, tout en ne dénigrant absolument pas la régulation qui relève du politique, celle du Mercosur, celle du CETA, etc., ne relève pas des décisions citoyennes. Donc, heureusement qu'on a une communication européenne inspirée par des États-nations, des assemblées souveraines qui régulent ces questions-là. Et les deux, ensemble, peuvent contribuer à bâtir un monde meilleur. Enfin, et ce sera ma page de pub si je n'ai pas appris, j'espère que je t'ai pas pris des secondes précieuses, Léonore, on a bâti avec l'esprit civique une réponse qui n'est pas une réponse populaire, mais qui est une réponse à des jeunes en aspiration, qu'ils soient dans l'industrie, dans l'éduc-pop, dans les ONG ou dans les institutions publiques ou dans les collectivités. Cette réponse, c'est humanité et politique. Elle a été conçue avec le Centre Sèvres, avec la Cato de Lille et avec le Campus des Transitions. C'est 12 jours de formation, 4 fois 3 jours, qui vont devenir un diplôme universitaire et qui redonnent des sources et une agora pour ces jeunes en aspiration à l'engagement politique, qui n'est pas forcément un mandat politique, puisque le capitaine d'industrie qui fait ce parcours cette année, lui, n'a pas envie de devenir un élu. C'est dans sa mission de chef d'entreprise, là, de syndicaliste, là, chargé de plaidoyer et tout, qui veulent redécouvrir la dimension politique de leur engagement et éventuellement, pour certains d'entre eux, envisager la sollicitation d'un mandat. Donc cette formation, dont vous avez compris l'inspiration, autour de Ricoeur, de la pensée de Ricoeur et de Mounier, cette formation personnaliste, et elle est expérimentée. Une deuxième session va s'ouvrir, et j'en profitais pour en faire la publicité, parce que c'est une des matrices de transformation de la vie politique que nous semons, une petite graine qui ne demande qu'à pousser. Merci.
Pour terminer rapidement, je vais essayer de répondre point par point et très rapidement par rapport aux questions sur les mouvements d'éducation populaire, notamment en grande couronne parisienne. Et puis, quelqu'un d'autre a dit ils sont laminés. Moi, je suis d'accord. En fait, il n'y a pas de fatalité. C'est-à-dire que non, je pense qu'ils ne démissionnent pas. Je pense qu'en revanche, on les a fait démissionner pendant longtemps. C'est-à-dire que face au problème des quartiers, je le dis de manière courte, hein, mais on sait qu'ils ne sont pas tous pareils. Enfin, voilà, mais en gros, on a parié sur une approche extrêmement sécuritaire. La sécurité est nécessaire, mais on n'a pas fait de la présence de MJC dans les quartiers, d'animateurs de rue, etc., une réponse aux problématiques de ces quartiers-là. Et donc, il n'y a vraiment pas de fatalité, c'est la résultante d'une politique publique conduite depuis plusieurs années et par différentes sensibilités politiques, pour le coup. Et je parlais tout à l'heure du fait que l'éducation populaire a disparu des organigrammes ministériels. C'est un vrai problème, c'est-à-dire qu'on invisibilise tout un champ éducatif qui pourtant correspond à une partie de la solution à construire, notamment face à la désaffection des espaces démocratiques par les citoyens. Et je vais faire ma page de pub aussi. Poitiers organise les premières rencontres nationales de l'éducation populaire le 17, 18, 19 mars, justement dans l'idée de repolitiser cette question-là, de former les élus, de former les services, de former les militants et les gouvernants associatifs sur ces questions-là pour faire en sorte que ce soit un enjeu de politique publique. En fait, comment on refait des politiques publiques d'éducation populaire parce qu'on est convaincu que c'est une partie de la réponse. Deuxième question, je pense qu'il ne faut pas opposer les espaces d'engagement entre eux pour répondre à votre question. Il y a aussi une question qui m'a été posée tout à l'heure de même, qu'il faut différents espaces éducatifs. Je suis persuadée qu'il faut des espaces d'engagement citoyen un peu flash sur des causes, etc. Des espaces de militantisme associatif structurés dans le temps qui font du plaidoyer à l'encontre des élus. Et il faut aussi un engagement dans le système politique. Et le problème, c'est qu'effectivement, ces mondes-là s'opposent un peu entre eux avec une méfiance parfois mutuelle, etc. Je pense au contraire qu'on a besoin de tout le monde et qu'il faut l'affirmer. Et que certes, l'engagement associatif est plus gratifiant parce qu'on voit plus directement le fruit de son énergie et ce que ça entraîne comme changement sur le monde. Mais si on veut changer, aujourd'hui, les problèmes qu'on connaît, notamment climatiques, sociaux, démocratiques, sont tellement globaux qu'il faut une action globale et que la force citoyenne associative, oui, on ne peut pas se dispenser du politique. Il faut se le coltiner, pardon si je le dire un peu cash. Mais en revanche, je suis d'accord avec vous sur le fait ça implique que d'une part, les politiques sortent d'un discours de toute puissance dont ils ont encore du mal à sortir, en particulier au niveau national, et la présidentielle, c'est festival. Hein, non, un président ne peut pas tout, un maire ne peut pas tout. Il faut savoir le dire et ce n'est pas une signe de faiblesse, c'est au contraire remettre les choses dans le bon ordre. Mais il faut quand même, encore une fois, faire évoluer le système politique et si ce n'est pas des gens qui y croient comme nous, qui s'y engagent, ça veut dire qu'on laisse le système à d'autres. Et j'ai constaté combien, même en tant qu'élu local, il fallait absolument investir les espaces nationaux, internationaux, si on voulait pouvoir répondre aux changements des citoyens qui nous appellent. Sur le service civique, très rapidement, je me suis beaucoup intéressée à cette question-là. Je pense qu'aujourd'hui, je suis pour un service civique qui serait obligatoire d'1 an. Parce que la vertu, ce qui manque, l'un des problèmes, l'une des causes des problèmes dont on parle tout à l'heure, c'est, je pense, la disparition des espaces collectifs. Et la principale vertu du service militaire à l'époque, pour moi, c'était l'espace de collectif et de mixité réelle que ça crée. Je ne suis pas dans une vision nostalgiante de la chose, mais en tout cas, je pense que on manque d'espace réellement mixte aujourd'hui. En revanche, je pense que la citoyenneté et le civisme, ça ne se décrète pas, et c'est pas parce qu'on mettra des jeunes ensemble à écouter la Marseillaise qu'ils auront envie de voter et qu'ils auront envie de s'engager pour la société française. Et donc le service civique repose sur un engagement volontaire. J'ai vu plein de jeunes qui arrivaient complètement passifs avant et qui ont pris un service civique parce qu'il fallait un petit boulot et qui à la fin en sont sortis transformés parce qu'ils ont été confrontés à une expérience d'engagement. Donc, je serais pour un service civique donc fondé sur un acte de choix de l'espace d'engagement, mais obligatoire pour tous les jeunes 1 an dans leur vie. Et pour terminer, vraiment, Jacques Ellul vous parle aussi de la différence entre l'espérance et l'espoir, justement. L'espoir, c'est la position attentiste qui fait qu'on attend la providence qui vienne régler nos problèmes. Moi, en tant que bonne protestante, je suis plutôt pour l'espérance qui parie sur l'action citoyenne pour qui parie sur l'engagement plutôt que la prostration face à un avenir aussi anxiogène soit-il. Et pendant qu'on parlait, il m'est venu une citation d'Einstein qui dit « Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font du mal, mais par ceux qui regardent sans rien faire ». Et en fait, ça, c'est vraiment le sens de mon engagement et de mon espérance à moi, c'est le fait de mettre les gens en mouvement et que lorsqu'on aura réussi à remettre réellement la société en mouvement plutôt que dans une posture un peu passive ou fataliste telle qu'elle est aujourd'hui, eh bien, on arrivera vraiment à régler ensemble un certain nombre de problèmes. C'est par la participation citoyenne, par l'éducation populaire et de manière générale par une attitude sincèrement ouverte et une confiance en les uns les autres et envers les citoyens, les citoyennes, et puis par la force de l'exemple qu'on peut être nombreux à avoir aussi.
un très grand merci. C'est très beau de pouvoir conclure cette session sur une invitation à l'action et à nous mettre en mouvement collectivement. Donc vraiment, merci pour chacun de vos témoignages et puis ces apports qui venaient reprendre différents éléments que l'on a pu entendre, découvrir au fil de cette session et les entendre dans une incarnation, un engagement.